Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous from London. Voilà, London Catherine, is calling. envoyé spécial à Londres pour les élections, et surtout aussi aller rendre visite à une amie. Mais justement, on voulait commencer par ça, parce que bon, nous, il y a nos élections dimanche prochain, mais les Anglais aussi, hier, étaient appelés aux urnes. Les résultats sont sans appel. C'est une victoire très, très, très haut la main des travaillistes. C'est la première fois qu'ils reprennent le pouvoir depuis 14 ans. Ça faisait 14 ans que les conservateurs avaient le pouvoir. Ils ont plus de 400 députés. Les conservateurs se sont complètement écroulés. Ils perdent plus de 130 députés. 240. Comment? Ils perdent 240 Ils perdent députés. 240 députés, voilà. Et donc, c'est la Bérésina. Il y a une percée de Nigel Farage et d'un parti qui s'appelle Réforme, qui est un parti d'extrême droite, qui n'avait pas de députés jusqu'alors et qui, là, a 13 députés. Donc, ils font plus 13 à l'Assemblée, enfin, dans leur Parlement, pardon. Donc voilà, et globalement, je te balance ça, Catherine, mais ce matin, je regardais et sur Twitter et les éditorialistes qui en parlaient et ils disaient, ah bah voilà, et même certains socialistes et des gens de droite qui disaient, ah bah voilà, quand la gauche n'est pas trop à gauche, eh ben, ça lui permet de gagner parce que c'est sûr que le centre de gravité de ce des travaillistes aujourd'hui, emportés par un type qui s'appelle Starmer. Enfin, on peut pas. C'est un peu. J'ai une amie anglaise qui m'a envoyé ce matin. C'est un peu le François Hollande anglais, quoi. Mm. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la gauche de la gauche. Ah, mais c'est certain. Non, mais c'est certain. Le leader travailliste très à gauche, qui est Jeremy Corbyn, n'a pas eu l'investiture du parti. Il s'est donc présenté hors parti et il a été élu d'ailleurs hier soir. Euh, bon, moi, ce que je veux déjà dire, c'est que le résultat ne suscite pas d'enthousiasme. C'est-à-dire, c'est une campagne ici. Les gens sont plutôt contents que les travaillistes reprennent le pouvoir, en tout cas à Londres, qui est très à gauche, et, enfin qui est à gauche, qui vote Labour, quand le reste du pays vote à droite. Londres, un peu comme Paris en fait, hein. On a des phénomènes qui sont très similaires en Angleterre et en France, avec une capitale et ses banlieues qui sont rouges, la couleur du Labour, et le reste de la France, de l'Angleterre, pardon, qui peut être très acquis aux conservateurs et en tout cas qui a voté massivement pour le Brexit en 2015. Euh, ce qui est assez frappant hier soir, c'est donc que ça ne suscite pas un enthousiasme de fou, que le parti de Nigel Farage, donc qui s'appelle Réforme, comme tu viens de le dire, fait une percée qu'on peut penser, nous, modeste. Ils ont 13 voix sur 13 députés sur un peu plus de 600 députés à l'Assemblée. En vérité, c'est très impressionnant quand on regarde les résultats, hein. Je veux dire, le système de décompte anglais est très différent de la France, c'est-à-dire que vraiment, tous les résultats sont centralisés dans des très grandes halles, donc les résultats tombent un par un, mais très tard dans la nuit, à partir de 2 heures du matin, et ils sont proclamés. Tu as tous les candidats sur l'estrade de la circonscription et il y a quelqu'un qui proclame le résultat et on t'annonce le résultat de la circonscription. Et vraiment, de très nombreux cas, moi, ceux que j'ai vus hier soir, d'ailleurs, quand je me suis couchée à 3h30, je n'ai vu que des candidats comme ça, c'est-à-dire où tu avais les travaillistes en tête et en deuxième, le parti de Nigel Farage. Alors, en Angleterre, c'est celui qui est en tête qui remporte. C'est uninominal à un tour. Donc, c'est le premier qui gagne. Donc, les travaillistes sont très souvent, dans la très grande majorité des cas, sont en tête. Mais en deuxième position, on trouve très souvent le parti de Nigel Farage. Et il s'en cache absolument pas. Il a l'intention de faire le coup qui a été celui de Donald Trump. Et je ne connaissais pas cette histoire, mais d'un parti d'extrême droite au Canada, c'est-à-dire manger le Parti conservateur. C'est véritablement ça son objectif. C'est à ça qu'il va s'atteler à partir de maintenant. Mais je dois dire qu'il part avec des bases
il est dans un niveau de vote, et notamment dans ce qu'ils appellent le mur rouge, c'est-à-dire en fait les anciennes villes ouvrières construites en briques rouges. Là où ils font un carton mais phénoménal, quoi. Les 13 députés ne représentent pas il y a une vraie grosse distorsion entre le nombre de voix qui... Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'avec le système anglais et en plus la polarisation hier soir sur le fait que les conservateurs allaient perdre la majorité, tout le monde ne parlait que du nombre de sièges. Donc, moi, ce matin, j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé le pourcentage définitif que ferait le parti Réforme. Mais donc, ce que je veux signaler là, c'est que le phénomène que l'on voit se produire un peu partout dans le monde occidental d'une droite conservatrice qui est absorbée, concurrencée ou absorbée par l'extrême droite, se reproduit ici de façon spectaculaire hier soir. Hmm. Sur L'autre la chose, gauche. oui, voilà, l'autre chose sur la gauche, c'est qu'en fait, on est un peu dans la même situation que quand le New Labour de Tony Blair avait gagné en 97. Il mettait fin à 17 ans de règne ininterrompu du Parti conservateur qui avait emporté le pouvoir avec Margaret Thatcher et qui avait fait vraiment bon, la réforme néolibérale très très dure dont on se souvient encore. Et, et donc, quand il y avait eu l'accession au pouvoir du Labour, ils étaient partis sur ce socle-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas remis en cause ce qui avait été fondamentalement fait par Margaret Thatcher. Eh bien, là, les travaillistes anglais ne prévoient pas de remettre en cause, sauf sur un point, je vais y revenir, ce qui a été fait par le Parti conservateur. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois on a un pays qui dégringole par rapport à ses fondamentaux progressistes de l'après-guerre. On a un pays qui s'affaisse et on a des travaillistes qui disent, OK, là, ils ont fait ça, on ne va pas remettre en cause. Le problème, là, tout le maître mot des travaillistes anglais, c'est la stabilité. Ce qu'ils promettent, c'est la stabilité. Donc, on ne remet pas en cause ce qui a été fait par le Parti conservateur. Mais c'est assez puissant. C'est-à-dire que même bon, mon amie anglaise est une femme très à gauche et elle est dans les amis qui étaient avec elle hier soir et avec qui j'ai passé la soirée. C'était vraiment là, il faut que ça s'arrête, quoi, le délire. Il faut que le trou dans lequel l'Angleterre est tombée, il faut arrêter de creuser pour aller encore plus profond. Donc, en fait, en effet, c'est un parti qui gagne sur la base d'une stabilisation de la situation et pas du tout sur la base d'une promesse de progrès, comme l'avait fait Tony Blair. Le seul point sur lequel ils vont revenir, hein, c'est sur le projet, vous savez que les travailleurs, enfin les immigrés clandestins soient envoyés au Rwanda. euh, voilà, bon, les travaillistes vont remettre en cause cette disposition à la bonne heure. On est obligé de se satisfaire de pas grand-chose. Donc, euh, en effet, on peut dire qu'il y a un parallèle avec ce qu'a fait Tony Blair, mais ce que l'on peut aussi se dire, c'est qu'en fait, le pire du pire ne n'est pas le meilleur. C'est-à-dire que ceux qui pensent que on peut aller vers une détérioration de la situation et que dans cette détérioration, eh ben, on va sortir un peuple ragaillardi, conforté, prêt à la révolution et autres ambitions politiques de la sorte, ben, là, ils se trompent beaucoup, quoi. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens s'en prennent plein la poire, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ça s'arrête. Et c'est ça enfin, c'est ça qu'on voit très clairement les deux fois dans l'Angleterre. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un parti recentré, très, très recentré. Ils ont évacué Corbyn, mais c'est pas, ça fait pas rêver, quoi. C'est quoi qu'on puisse dire. Oui, mais la question, c'est est-ce que ils vont maintenant qu'ils vont avoir accès au pouvoir, ils vont avoir le Premier ministre et puis Mhm. tous les ministères, est-ce qu'ils vont réussir à porter certaines dynamiques, à créer certaines dynamiques sur des questions de gauche, de progrès social? Ben, ils n'en ont aucune dans leur programme.
Oui, mais ça, c'est pas, encore une fois, enfin, moi, je ne suis pas un petit Je programme, veux tu dire, vois. Enfin, quand tu les as pas promis avant, je veux dire que tu ne les fais pas après, hein. Quand non, tu les promets avant, ça ne veut pas dire que tu les fais après, mais si tu ne les as pas promis avant, il y a peu de chances que ça advienne. c'est pas ça que c'est que on a vu ces dernières années, il y a eu par exemple des mouvements de grève très importants, très durs en Angleterre, qui ont tous été, comme on dit, ignorés, matés Mhm. par le pouvoir conservateur. Comment est-ce que le pouvoir travailliste, quand bien même il veut pas faire de réforme d'importance, comment est-ce que il va se positionner par rapport à ça? C'est ça qui est important, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent. La société britannique, elle est travaillée par des dynamiques politiques comme toutes les sociétés, par des gens qui veulent renverser la table comme toutes les sociétés, notamment occidentales. Comment est-ce il va se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'il va envoyer la police comme le faisait le précédent gouvernement et il va essayer de les mettre au pas, de remettre de l'ordre, etc. Ou est-ce qu'il va essayer de les prendre en considération, les porter, quitte à ensuite amener au plus haut niveau de l'État et du gouvernement, voilà, des propositions qui viendront de ces mouvements-là. Je ne dis pas que j'y crois ou que je n'y crois pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, après on en a pour 20 ans parce que genre, ils n'arrivent pas, ils enracinent quelque chose dans la société, et quand la gauche arrive au pouvoir, quand bien même elle serait très modérée, comme tu viens de le dire, ah, bah, ça va servir à rien parce que ils vont, tu vois, ils vont pas, comment on dit, ancrer quelque chose aussi dans la société. Bien sûr. Ben non, tu Comment? as la couleur vert de l'espoir, mon cher Pablo, mais je suis désolée de te décevoir, je ne crois pas. C'est-à-dire que vraiment, ça, je pense que le Parti travailliste n'est pas en situation d'ancrer des idées ou des dynamiques ou des pratiques très intéressantes. Parce que franchement, tout ce que j'ai entendu, alors déjà, tout ce que j'ai... enfin, alors, pour le coup, ils font le coup de Bardella, là, c'est-à-dire on va regarder les finances, etc. Et puis, de toute manière, on sait bien que c'est catastrophique, la situation économique anglaise et notamment les finances publiques sont catastrophiques. Tu as raison de parler des grèves. Là, il y a une grève encore dans le système de santé anglais, le NHS, qui est très important pour les Anglais, mais ça fait, ils sont en grève illimitée depuis je ne sais pas combien de temps. Notamment, là, c'est les jeunes médecins qui ont pris le relais, mais enfin, peut-être qu'ils seront moins maltraités que par l'ancien gouvernement. Il y a quand même, il y aura un peu d'amélioration probablement dans les relations, un peu d'apaisement, tu vois. Ça, oui, ça certainement, mais c'est pour ça qu'ils ont été élus. C'est que les Anglais en ont ras-le-bol de la gestion qui a été celle des conservateurs. Mais je ne crois pas qu'il y aura de choses. Enfin, bon, je ne suis pas devenue une spécialiste de l'Angleterre hier soir, hein, quand même. Mais, mais en tout cas, je n'ai pas entendu une idée progressiste hier soir. Bah, et justement, et peut-être En pour dehors de l'affaire, en dehors de, enfin, je ne sais même pas si c'est progressiste, parce que là, franchement, on avait sombré le Rwanda. dans l'immonde absolu, cette idée d'envoyer les réfugiés, enfin pas les réfugiés, les clandestins au Rwanda. Bon, ça, ils vont pas le faire, hein. Non, merci beaucoup. Parce que en vérité, on a commencé en disant que ça faisait 14 ans de pouvoir conservateur. Quand tu regardes la France, euh, nous, en gros, depuis Jospin, on a eu une succession de pouvoirs de droite avec cette parenthèse François Hollande, qui est quand même une parenthèse importante, hein, enfin, qui a duré 5 ans. Mais François Hollande, il n'a pas été le porteur de grandes avancées sociales, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a même mis en place des lois de libéralisation, notamment, et du monde du travail, notamment avec la fameuse loi El Khomri. Et puis après, les lois Macron, quand il était ministre de l'économie, Mm. pas quand il était président de la République. Et donc, comme il n'y a pas eu de grands progrès, en gros, de grandes avancées sociales depuis maintenant bah, plus de 20 ans, hein, depuis les 35 heures, etc. Et pas mal de... Là, pour le coup, dans le projet de Lionel Jospin en 97, il y avait des avancées sociales, enfin, il y avait des grands changements sociaux et des choses qui ont été considérées comme des conquis issus des mouvements sociaux de 95. Là, genre, comme il n'y a rien eu, on peut se dire, bon, bah, la gauche, en fait, devrait être porteuse, devrait, genre,
pouvoir se positionner exactement comme le Parti travailliste aujourd'hui, comme une alternative, un débouché, enfin, pas un débouché, une alternative en fait à ce qui est proposé depuis plus de 20 ans. Et dire, bon, bah écoutez, nous, si on arrive, on va genre porter, Tu genre, élargis ton champ de compétences après avoir reconstruit la gauche, reconstruit la droite. Tu veux reconstruire la gauche anglaise. Je te suggère de recentrer sur ton cœur. écoute, je vais arriver, je vais traverser le channel et genre, C'est ça, je vais c'est leur ça. donner des petits Non, mais conseils là. je veux dire, voilà, l'Angleterre, il n'y a pas cela. Et par ailleurs, pour stopper le parallèle avec l'Angleterre et la France et revenir en France, c'est quand même un pays de lutte de classe d'une dureté extraordinaire, quoi. C'est-à-dire Mhm. que d'ailleurs, le niveau de pauvreté qu'il y a en Angleterre, hein, enfin, vraiment, et le niveau de vie il y a un tiers des enfants anglais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, faut se rendre compte, quoi. Mhm. C'est dingue, vraiment. La situation. Et puis, je sais pas, je lisais hier des articles dans la presse, un système judiciaire d'une dureté incroyable avec les gens, des gens en phase terminale de cancer qu'on poursuit parce qu'ils n'ont pas payé la redevance télé, enfin, des trucs. Enfin, Mhm. c'est vraiment, vraiment un pays très, 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 très dur, quoi. Je pense qu'on peut pas. Voilà, on va venir leur prêter main forte dès qu'on aura réglé le problème de la gauche française. Attention, l'Angleterre, nous voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dynamique de progrès en Angleterre, absolument pas, quoi. Et je Alors, pense qu'ils payent beaucoup. Alors, évidemment, ils payent beaucoup le Brexit. Et ça se traduit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, Nigel Farage, qui est la figure emblématique du Brexit, reste la figure, là, aujourd'hui, la première figure de la droite extrême droite, quoi. mhm. C'est-à-dire que les autres sont balayés et lui a été élu, première fois quelqu'un de son parti qui rentre au Parlement. Il est accompagné, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il est le point de repère de la droite extrême et de l'extrême droite, enfin de tout ce monde-là, dans l'Angleterre, quoi. Retraversons la Manche Revenons en de l'autre France. côté. Revenons en France. C'est la dernière ligne droite, les dernières 48 heures avant le vote, enfin, et même à partir de ce soir, on rentre en période de réserve électorale, donc il n'y aura plus le droit de faire campagne. On n'entendra plus parler de politique pendant 48 heures. Dans une certaine mesure, ça fera peut-être du bien aux gens. Euh, Aujourd'hui, donc, les projections, comme on l'a rappelé toute cette semaine, en gros, pour le Rassemblement national, ne font que baisser. J'aurais juste, hier, j'ai eu une discussion très intéressante avec un sondeur, dont je tairai le nom, mais qui nous a dit que quand même, les projections en nombre de sièges sont assez moyennement fiables, dans la mesure Mhm. où ils font tous les instituts de sondage, en gros, font la même chose. Ils font leur enquête sur 3000 personnes ou 5000 représentatives en France. Ensuite, donc, ils ont des pourcentages et sur la base de ces pourcentages, ils font des projections avec des algorithmes de transfert dans les circonscriptions. Ce qui est très, très compliqué parce que très souvent, lorsque vous regardez notamment le premier tour, eh bien, les différences entre les candidats c'est à quelques voix. Quand je dis quelques voix, c'est pas une ou deux voix, mais c'est quelques centaines de voix. Et ça, le sondeur, il est incapable en fait d'avoir cette précision pour dimanche. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez 50 personnes qui vont pas voter, ça peut changer une circonscription de couleur. Ça peut passer de nouveau Front populaire à Rassemblement national. Donc, si vous multipliez ça par 577, bon, ça peut être. On peut avoir des résultats très étonnants et très éloignés, notamment des projections en sièges, pas des pourcentages. Les pourcentages, ils sont assez justes, en fait, dans les grandes masses. Ça ne changera pas. Mais par contre, dans qui va gagner dans les circonscriptions, ça peut va vraiment être changé du tout au tout par rapport à dimanche. Bah, c'est ce qu'on s'est dit hier, en fait, Ouais. hein. Voilà. Et là, on espère, hein, que le Rassemblement national n'aura pas la majorité et donc ne gouvernera pas. Mais ça nous donne un peu cet espoir que le Front dit républicain, en tout cas la série des désistements, va porter ses fruits, mais on n'en est pas absolument assuré. C'est pour ça enfin, je pense qu'il y a vraiment
une grosse incertitude sur ce qui va se passer dimanche et sur l'état de notre pays lundi matin. Hein. Exactement, parce que en gros, pour le faire simple, les électeurs du nouveau Front populaire du premier tour vont parfois avoir un peu de mal à aller voter, je ne sais pas moi, par exemple pour Elisabeth Borne au second, comme c'est le cas dans la circonscription où se présente Elisabeth Borne. Hein. Je rappelle quand même qu'elle a porté la réforme des retraites, donc peut-être que eux, à ce moment-là, ils vont s'abstenir. Et d'un autre côté, des électeurs de Ensemble à qui on a raconté que la France insoumise, c'était d'atroces anarchistes, bordélisateurs, soutien des terroristes islamistes. Ils vont peut-être avoir du mal à aller voter dans un second tour pour la France insoumise, quoi, ou pour le nouveau Front populaire qui est assimilé à la France insoumise par, je cite le président de la République et le Premier ministre, un accord infâme. Donc, voilà, est-ce que ces récits-là vont réussir en fait à mobiliser un électorat dans le cadre d'un front républicain? C'est une question. Alors après, il y a une deuxième chose, c'est il y a tout ce qui est sorti, notamment cette semaine, sur les candidats et les candidates du Rassemblement national, où bah, il y a quand même une tripotée. On approche les 100 candidats sur 577, hein, donc c'est un chiffre conséquent, Résiduel, quoi. Hein. c'est pas résiduel, voilà, qui ont tenu des propos qui racistes, qui antisémites, qui racistes, mais dans tous les cas, vraiment, c'est des dingueries, quoi. Très souvent, enfin, assez souvent, que j'imagine même pénalement répréhensibles. Il y en a d'ailleurs qui sont condamnés, et il y en a même un qui est inéligible et sous curatelle. Enfin, c'est assez dingue le profil de ces candidats. Et la question qui a été posée cette semaine, c'est est-ce que ça va avoir une influence sur les gens qui votent Rassemblement national? Bon, je ne le crois pas. C'est Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, qui l'a résumé en disant non, mais personne n'en a rien à foutre. C'est des gens comme tout le monde et ils font des dérapages. Bon, je pense effectivement que les candidats Rassemblement national, ils voient ça comme ça. Ils se disent peut-être c'est pas super ce qu'ils ont dit, mais c'est pas grave, on fait un petit dérapage, etc. Enfin, ils vont pas considérer ça comme éminemment problématique, On peut plus voire rigoler. hein, comment? On peut plus rigoler. On peut plus rigoler, voilà, exactement. Oh, on peut plus rien dire. Oh, mais si, on peut plus mettre une casquette. J'arrête de faire de l'humour. Il y en a une qui a dit, oui, bon, c'est bon, j'arrête de faire de l'humour. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ça sous cet œil-là. En revanche, et c'est ça qui est important, je pense que ça peut avoir un effet mobilisateur sur le reste de l'électorat, c'est-à-dire les gens qui ne votent pas Rassemblement national. Et les problèmes que je disais tout à l'heure quand on est de gauche, aller voter Elisabeth Borne, ou quand on est ensemble, aller voter David Guiraud, pour le faire simple, eh ben, je pense que ce qui se passe à l'extrême droite, genre toutes ces révélations peuvent motiver les électeurs en se disant non mais en fait non. Je préfère quand même avoir Elisabeth Borne que un fou de néo-nazi qui raconte n'importe quoi sur les vaccins, qui pense qu'on va Mm. avoir des ondes quand on prend des vaccins, quoi. C'est quand même, on n'est quand même pas du même ordre. Quelqu'un l'a résumé de façon assez simple, c'est-à-dire que la droite et la gauche sont adversaires. L'extrême droite, ça reste quand même l'ennemi. Ça reste quand même en dehors complètement du cadre républicain. Et voilà. Et je pense que ces révélations sont susceptibles de motiver une partie de l'électorat, en tout cas, je l'espère, autour du Front populaire. Mm. Oui, moi Du aussi, Front j'espère. républicain, pardon. Je pense que c'est en partie vrai, c'est-à-dire que ça contredit la dédiabolisation. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait semblant qu'ils avaient rompu avec leur passé, ils ont changé de nom, qu'ils avaient mis le padré dehors et qu'ils étaient devenus des gens simplement de droite, et même pas de droite d'ailleurs, puisque même cette appellation, ils la recusent, certains d'entre eux. Mais voilà, là, ce que l'on voit, c'est ce que l'on ne cesse de dire, c'est qu'en fait, ce parti, dans son fondement, dans son idéologie, dans sa constitution, dans son histoire, et les historiens le rappellent très bien, c'est pas un parti neuf, le, le- le Rassemblement national. C'est un parti qui a une histoire longue, mais quand je dis longue, c'est elle n'est pas longue depuis la Seconde Guerre mondiale, elle est longue depuis les opposants à la Révolution française. Donc ça s'ancre dans le 19e siècle, l'extrême droite française. Donc
tout ça, il y a une continuité historique qui réémerge là et qui s'est appelé le refus, enfin, tout ce que l'on sait, hein, c'est-à-dire le refus de la démocratie, le refus de l'altérité qui s'incarne dans l'étranger, dans l'homosexualité, éventuellement dans la femme qui exerce du pouvoir. Enfin, c'est ce parti qui est un parti réactionnaire d'ordre autoritaire. euh, et qui n'a pas d'accointance avec la démocratie, ben, c'est une histoire très longue qu'on a voulu cacher, masquer, mettre sous l'édredon. Ben, de temps en temps, pouf, 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 ça ressort comme ça. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Donc, c'est pas du tout des dérapages individuels. Non, non, bien sûr que non. C'est juste un fond culturel qui réémerge. Et d'ailleurs, je vous conseille à tous et à toutes d'aller regarder la façon dont Jordan Bardella, Marine Le Pen, etc., condamnent les paroles, en gros, qui sont les pires et qui leur sont proposées, notamment dans les interviews. On leur dit, non, mais attendez, là, il y a machin qui a dit ça, c'est absolument atroce, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, en fait, quand vous écoutez les cadres du Rassemblement national, ils disent, c'est dégueulasse. Oui, effectivement, ça ne va pas. Jamais, jamais il qualifie à la hauteur, il qualifie les propos ou les photos, etc., d'antisémites, de racistes ou d'homophobes. Hum. Ça ne peut pas sortir de leur bouche. Pas les mots, quoi. Hier, j'avais un eurodéputé en face de moi et je lui dis, mais est-ce que vous considérez que certains des propos tenus par des candidats RN sont racistes? Et là, il me dit, écoutez, non, il n'y a pas de racisme au Rassemblement national. J'étais là, genre, bah si. Et donc, je lui lis, genre, un truc où un monsieur, candidat du Rassemblement national, dit, les Maghrébins, on ne peut pas les laisser accéder aux lieux et aux postes. Donc, il veut, parce qu'il trouve que sinon, c'est n'importe quoi. Je lui dis, ça, c'est éminemment raciste. Dire les Maghrébins, ils ne peuvent pas avoir des hauts postes, c'est raciste. Et il me dit, écoutez, non, je ne connais pas le contexte dans lequel a été dit cette phrase. Évidemment, c'est maladroit, mais voilà. Et en fait, à chaque fois, et même Jordan Bardella, il est toujours, il n'arrive pas en fait à qualifier le racisme. Et ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que en vérité, c'est consubstantiel de la proposition qu'ils font aux Français et aux Françaises. Donc, ils peuvent pas se dire antiracistes. Enfin, parfois, ils le disent dans une phrase, mais quand on leur montre le truc, ils peuvent pas le dire. Donc, écoutez bien et mettez, si jamais vous parlez avec des gens du Rassemblement national, mettez-leur le nez dans le caca sur ces questions-là, parce que c'est quand même, je pense, une question importante. Est-ce qu'on terminerait pas sur, on va terminer sur la gauche quand même, parce que là, ça continue de s'agiter sur cette question d'union, je sais pas comment on appelle ça, union nationale, coalition, plurielle, je sais pas quoi. Enfin, avec quand même quelque chose qui commence à se dessiner aujourd'hui, c'est que tout le monde est en train, plus ou moins, de rejeter la possibilité de cet accord qui irait, genre, mais rien qu'en le disant, ça me fait rire. Raisonnable. Et voilà, non, mais les raisonnables, oui, mais Non, enfin, non, mais c'est raisonnable de rejeter l'accord des raisonnables. voilà. Mais genre, un accord qui irait de Fabien Roussel à Laurent Wauquiez, on a quand même Mm. un peu de mal à genre, imaginer que ça puisse exister. Et alors, il y en a qui laissent toujours la porte ouverte. Et c'est d'ailleurs, par exemple, le cas de Fabien Roussel que j'ai écouté hier dans une interview. Fabien Roussel, en fait, lorsqu'on lui pose la question de sa participation éventuelle à un gouvernement, à un accord, à une coalition, etc., en vérité, tout le monde lui tombe dessus tout le temps parce qu'à chaque fois, il a la même réponse, c'est, bah, écoutez, on va regarder, et puis on va voir, et puis on va se prononcer dessus. Bon, le résultat, c'est que je pense qu'à chaque fois qu'il regarde, et ben, il se dit, genre, non, au revoir, enfin, et qu'il évacue. Mais que c'est la réponse, en fait. Mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas une réponse communiste, tu vois, de dire, écoutez, on va voir la proposition, etc. Parce que, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on lui fait le reproche de laisser entrouvert la possibilité d'œuf. Hein. Alors qu'en vérité, Mm. il dit juste, bah non, on va voir. Si c'est un programme communiste qui est raccord avec les propositions communistes, on pourrait y aller. Mais il sait très bien que ça n'arrivera jamais dans la mesure où il y a Laurent Wauquiez éventuellement dans cette coalition. Parce que je rappelle, j'ai fait mes petits calculs par rapport aux projections, qui encore une fois sont à prendre avec des pincettes.
Mais si vraiment ils veulent leur coalition déraisonnable, il va falloir 100% des communistes, 100% des écologistes, 100% des socialistes, 100% des macronistes et 100% des républicains pour avoir une majorité. C'est-à-dire que si on exclut l'extrême droite et la France insoumise de cet accord complètement dingue déraisonnable, il faut 100% des républicains et des communistes. Non mais enfin, là, on marche sur la tête. Enfin, je vois bien, genre Nadine Morano au Conseil des ministres avec Sandrine Rousseau. Non, mais non, ça n'existera pas, cette histoire. Mais donc, la vraie question, c'est genre, comment est-ce qu'on se débrouille à partir de lundi? Oui, mais tu sais, c'est un peu la discussion qu'on a eue hier, c'est que moi, Ouais. je crois que c'est vraiment une proposition qui ne tient pas debout pratiquement, et je pense qu'il politiquement est totalement catastrophique. C'est-à-dire que ce que je viens de raconter sur l'Angleterre me conforte. C'est-à-dire que, en fait, une proposition comme ça n'aboutit qu'à conforter ceux qui n'en peuvent plus et qui veulent renverser le système dans des voies, par exemple, d'extrême droite. Il me semble que c'est ça ça pousse à ça, quoi. Donc, je ne crois pas que ça puisse. Enfin, je pense que politiquement, c'est un non-sens, cette proposition. Mais en même temps, il y a cette espèce de situation bizarroïde où tu dis, OK, il faut pas que l'extrême droite ait la majorité. Mais alors, du coup, est-ce on entre dans une période d'ingouvernabilité, de bordel généralisé? Il y a les Jeux Olympiques, il y a la dette, il y a la planète, il y a la misère sociale. Est-ce que on peut laisser le pays attendre un an pour régler la question dans un an par une nouvelle dissolution dont rien ne nous dit qu'elle réglera le problème. Donc en fait, c'est un peu enfin, cette espèce de truc gloubi-boulga là, de réponse, on verra plus tard. Euh, D'une certaine manière, elle est consubstantielle à l'idée il n'y aura pas de majorité, il ne faut pas de majorité au Rassemblement national. C'est-à-dire que dans la mesure où le Front populaire n'est pas assez haut pour incarner à lui tout seul une réponse, enfin voilà, moi je pense qu'il ne le faut pas, mais je pense que c'est ce que je disais hier, hein, c'est dans le débrief d'hier. Moi, je ne sais pas comment on se démerde de ce truc-là parce que on ne peut pas dire, bon, on verra dans un an, même si au fond, ce que je pense, c'est que ce que ça veut dire, c'est que ça donne un an aux forces politiques et aux forces sociales pour construire une solution, ce qui aurait dû être la proposition de Macron au départ. Mm. C'est-à-dire, au départ, Macron n'aurait jamais dû dire, je vous donne 3 semaines pour régler le problème. Il aurait dû dire, bon, OK, j'ai entendu, on fera des élections anticipées au mois de décembre. Tu vois? Mm. Non, pas non. Il a donné 3 semaines, donc il a foutu le pays à plat. Mais en tout cas, voilà, je crois que la raison, évidemment, va l'emporter à gauche et que personne ne va aller dans ce truc-là, quand bien même il y a toujours cette tentation à gauche qui est de dire on ne peut pas attendre. Mm. Enfin, il y a ce sentiment de l'urgence d'agir, ça fait quand même quelques moments qu'elle nous pousse, quoi, avec cette inquiétude pour la planète, avec cette détérioration de la vie des gens. Donc, on se dit, il faut faire ce qu'on peut, il faut y aller, mais non. Je veux dire, là, enfin, bien sûr qu'il faut faire ce qu'on peut, hein. Je, D'ailleurs, ça, en ce sens, c'est la tradition communiste de dire, chaque fois qu'on peut voter quelque chose de positif à l'Assemblée nationale ou alors dans les collectivités locales, elles n'ont pas tout pouvoir, mais ce que l'on va pouvoir faire dans les collectivités locales, on va le faire. Cette position qui est de gagner tout ce qu'on peut gagner, je la trouve totalement légitime par rapport aux problèmes et par rapport aux gens que l'on est censé défendre. Mais politiquement, là, on ne peut pas se mettre dans une situation où on va complètement tout confusionner et préparer moi, l'Angleterre, là, c'est ce que dit Nigel Farage. Il dit là, on est en train de préparer la bombe. C'est Mm. ça qui est en train de se passer en Angleterre, hein. C'est Mm. que aujourd'hui, c'est bien caché par le système électoral qui les empêche d'émerger, mais néanmoins, les forces sociales, elles sont là et elles bouillonnent. Donc en France, c'est pareil. Ceci étant, si n'utilise pas les mois qui viennent pour vraiment reconstruire une gauche profondément différente, on ne peut pas se retrouver dans 4 ans, dans un an, je veux dire, avec nos 4 partis, toc, 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 la bonne séparation entre le politique et le social, les militants associatifs et humanitaires. Parce que si ça continue comme ça, euh,
on est mort. Il faut quand même qu'on entende. Moi, je te dis encore une fois, frappée que 1995, mouvement social prolongé aussi par la lutte qui avait été menée pour la régularisation des sans-papiers, qui avait été une lutte très importante avec les artistes d'une part, avec l'occupation de l'église Saint-Bernard, des intellectuels, des élus. Je me rappelle de l'engagement de Ralit et Brauzek, notamment à cette période. Cette effervescence avait conduit la gauche au pouvoir. Là, après la réforme des retraites, on a plutôt pris un coup de bambou sur la tête que prolonger une dynamique qui nous porte, quoi, hein, qui porte la gauche. Donc là, il va falloir. Enfin, voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on se dit, on a évité le pire, hop, 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 on peut repartir à nos petites salades et tatati, et on s'engueule là, et on s'engueule li. Non, il va falloir qu'il y ait une force, une réponse politique tout à fait différente qui émerge et vite. Parce qu'on n'a pas 107 ans, hein. Là, je pense que le TikTok est lancé, quoi. au TikTok. J'ai une question à te poser parce que hier, je discutais dans un débat avec Bruno Cotresse, le Ouais. politologue du Cevipof, euh, qui a dit, en gros, bon, dimanche soir, il est presque assuré que le Rassemblement national est le plus grand groupe voilà, de députés. Ah Euh, oui, ça me paraît à peu voilà, près certain. probable, très Mm. probable. Euh, Est-ce que il sera possible pour les observateurs, mais aussi pour les acteurs de ce qui se passe, de dire que ce n'est pas une victoire et de dire c'est une défaite parce que vous pensiez avoir la majorité nationale, la majorité absolue, et vous ne Moi, je l'avez suis contre pas. ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si on acte que c'est quand même une victoire, dans la mesure où ils ont multiplié par 3, ils vont multiplier sûrement par 3 leur nombre de députés, c'est une victoire. Euh, et dans quelle mesure il est envisageable, parce qu'on parlait tout à l'heure de la coalition des raisonnables, mais il est envisageable de ne pas leur proposer d'être Premier ministre dans ces cas-là. S'ils sont le premier groupe à l'Assemblée nationale, finalement, un peu comme en 2022, ils auraient à peu près le même nombre de députés, peut-être un peu moins, mais que le parti Renaissance, que le parti de présidentiel. Moi, je pense que ça, on en a parlé tous les deux. Moi, je pense que là, il faut quand même pas transformer. Ils n'ont peut-être pas la majorité absolue, mais enfin, la majorité absolue au RN, attends, c'est quand même. Enfin, c'est cataclysmique, quoi. Là, le RN progresse très fortement. Donc, ça interpelle ceux qui s'opposent au Rassemblement national et qui ont la prétention d'être l'alternative à la Macronie. La gauche n'a pas tout à fait la démonstration qu'elle devait faire dans ces 2 ans qui viennent de se passer. Et les groupes les plus importants, ou le groupe le plus important, évidemment, n'a pas une responsabilité seconde dans cet échec politique majeur. C'est-à-dire que, voilà, je regrette, mais euh, quand ça ne va pas, les gens se sont plus retournés vers le Rassemblement national que vers la gauche. Et, enfin, je veux dire, cet examen de cette réalité-là est incontournable pour moi. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bon, ils vont avoir probablement le plus grand groupe, mais enfin, dans la démocratie, précisément, il y a quand même quelque chose qui a dit, c'est on ne veut pas que eux dirigent le pays. Donc, même s'ils font 35% des voix, 65% des Français auront dit le contraire, hein. Mais ils n'auront pas proposé, ils auront dit on ne veut pas qu'ils dirigent, mais ils n'auront pas proposé une réponse claire en face. Oui, mais en 2022, les macronistes, ils faisaient aussi 30%, à peu près 33% des voix, et ils n'ont pas eu la majorité, et on leur a dit, faites un gouvernement. Il n'y a pas eu, d'ailleurs, il n'y a jamais eu une motion de censure qui a été votée contre eux. C'est vrai. Ben non, mais c'est ça la vérité. C'est que s'il y a l'extrême droite au pouvoir, une semaine après, Bardella est sorti. Mm. C'est vrai. Donc, C'est situation pas. Bien impossible. sûr, c'est un raisonnement institutionnel un peu abstrait et, je sais pas, un Mm. peu bizarre, quoi, que Bruno Cotresse pense. Hmm. En Oui, mais ces en termes, fait, Bruno c'est pas Cotresse, très il dit convaincant. aussi, il s'appuie aussi sur d'autres types de sondages qui sont les sondages
et de popularité, notamment de Jordan Bardella, où il est très très haut dans les codes de popularité, et aussi les sondages de confiance, c'est-à-dire à la question en qui avez-vous le plus confiance pour devenir Premier ministre, qui souhaiteriez-vous le plus voir devenir Premier ministre, eh bien Jordan Bardella arrive presque tout le temps devant, voire loin devant, en emportant la majorité de l'assentiment de la majorité des Français. Et donc, Ouais, enfin, bon, moi, je n'ai pas vu tout à fait ça, hein. Il est devant, ouais, mais il fait 45 quand oui, Attal fait 43, quand tout à fait. Biden fait 37. Non, Donc, c'est il y pas en a un où il a plus. plus de 50 sur est-ce que vous souhaitez qu'il devienne Premier ministre ou je sais pas quoi, qui serait le Alors, meilleur Premier ça, ministre c'est est-ce que vous souhaitez que le RN voilà. dirige? Dirige, Voilà. voilà. C'est 50, Ouais, 50. voilà, exactement. Exactement 50-50. Il n'y a pas de n'a pas d'avis. C'est Hmm. tout à fait étrange dans ce sondage. Il n'y a pas de non-réponse, il n'y a pas de ne se prononce pas. C'est 50-50 Hmm. pour que le RN. Bon, mais bon, dès qu'on aura changé de système, qu'on sera plus dans une démocratie et qu'on sera dans un endroit où on dirigera par IA et vote à partir de ta pensée prise dans ta rétine, on fera comme ça. En attendant, c'est pas le cas. Donc c'est très bien, mais dans les urnes, ce qui va s'exprimer, ce n'est pas que le RN doit prendre le pouvoir, hein. C'est au contraire qu'une majorité de Français va s'y opposer. Voilà, j'espère qu'ils s'y opposeront de façon, enfin, voilà, circonscription par circonscription avec suffisamment d'efficacité pour qu'à l'arrivée, il n'ait pas le pouvoir. Non, enfin, je veux dire, ça, enfin, franchement, ça serait une rupture historique gravissime qui ne doit pas avoir lieu. Voilà. Et on peut tourner autour. Il faut que ça n'ait pas lieu, mais quand même, là, s'il n'y a pas une réponse véritablement alternative, solide, face aux angoisses des gens, au mépris qu'ils ressentent et aux besoins de leur vie qu'ils expriment, bon, ben là, on sait que la prochaine fois, ça sera bon, quoi, hein. Et bon, eh bien, sur ce, on se donne rendez-vous lundi matin pour débriefer tous tous les résultats qu'on aura appris pendant la nuit. J'espère vraiment qu'on aura le sourire, enfin, ou en tout cas un demi-sourire, mais qu'on ne sera Oui, pas oui. en Enfin, non, pleurs mais et si moral on de la enfin, facette. non, mais franchement, si on évite ça, on ne pourra pas dire que le RN a raté, a perdu, mais nous, on aura évité le pire, hein, quand même, hein, franchement. Enfin, Exactement. je n'ai aucun Éviter doute le sur le pire. sujet. Là, c'est éviter le pire, sauver les meubles. Et après, les lendemains qui chantent, ce sera justement pour demain. Est-ce qu'il faut construire? Exactement. Ciao, ciao, à lundi. Salut, à lundi.